Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes bien au chaud aujourd'hui, peut-être en train de regarder les feuilles tomber tout en profitant d'un moment de tranquillité. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un animal et senti qu'il connaissait un secret que vous ignoriez? Nous, les humains, sommes souvent fiers de notre logique, de notre technologie et de nos radios. Mais parfois, les messages les plus urgents viennent sans un seul mot. Dans la nature sauvage et glaciale du Montana, un vétéran nommé Sterling Ward trouve une sur son porche. Elle avait été déposée là par un berger allemand sauvage qui ne fait jamais confiance aux humains. Mais aujourd'hui, ce chien ne s'enfuit pas. Il attend. Il tremble, porteur d'un message désespéré que la police refuse de croire. Que feriez-vous si une bête sauvage vous demandait de la suivre dans une tempête de neige? Feriez-vous confiance à la sécurité de votre maison ou à l'instinct pensant d'un gardien silencieux? Voici l'histoire d'une erreur qui aurait pu coûter la vie à un héros à quatre pattes qui a refusé de laisser cela se produire. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton S'abonner pour rejoindre notre petite famille d'auditeurs. Maintenant, marchons dans la neige. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, peut-être en sécurité et au chaud dans votre maison, tandis que le monde s'agite dehors. C'est drôle que nous passions une grande partie de notre vie à essayer de construire des murs pour empêcher les choses de sauvages d'entrer. Nous verrouillons nos portes, nous construisons nos clôtures et nous nous disons que nous sommes en sécurité. Mais parfois la vie a le don de frapper à ses portes quand nous nous y attendons le moins. Parfois les choses sauvages ne viennent pas pour nous faire du mal, mais pour nous rappeler que nous faisons toujours partie du même grand monde mystérieux. Je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a construit de très hauts murs autour de son cœur et du messager à quatre pattes, messager à trois pattes, qui a trouvé le moyen de les escalader. Le vent arrivait généralement en premier sur les crêtes supérieures du Montana, soufflant dans les pins, bien avant que le soleil n'ait le courage de montrer son visage. Pour Sterling Ward, le vent du matin n'était pas une nuisance, mais un vieil ami. Il faisait vibrer le bois mal fixé du côté ouest de sa cabane, un son familier qui signalait le début d'une nouvelle journée solitaire. Sterling était assis sur le bord de son lit, le matelas grinçant sous son poids, et il se frotta le visage avec une main qui ressemblait à du cuir usé. À 60 ans, son corps était une carte des anciennes campagnes et du dur labeur. C'était un homme de grande taille, même s'il se tenait légèrement voûté ces derniers temps, séquelles d'un saut qui avait mal tourné en 1971, alors qu'il servait comme éclaireur. Ses cheveux, autrefois d'un brun profond, tombaient maintenant en longues mèches indisciplinées sur son col, fortement saupoudrées d'argent aux tempes. Il se leva, les genoux craquant dans l'air froid, et commença son rituel matinal. Il s'habilla avec l'efficacité d'un homme qui n'avait personne à impressionner. Il enfila d'abord un maillot de corps en coton gris, puis une chemise en flanelle épaisse à carreaux rouge vif et bleu marine foncé, dont il laissa le bouton du haut défait. Il enfila ensuite un jean en denim bleu délavé, presque blanc aux genoux à force d'avoir passé des années à s'agenouiller dans la saleté, et enfin ses solides bottes de travail marron. Avant de sortir, il attrapa sa lourde veste en cuir marron qui était suspendue près de la porte. C'était un vieux vêtement usé et froissé qui ressemblait plus à une seconde peau qu'à un vêtement. Il laissa la fermeture éclair ouverte. La cabane sentait le café rassis et la fumée de bois. Sterling se dirigea vers la petite kitchenette et sortit un récipient en plastique du réfrigérateur. À l'intérieur se trouvaient les restes d'un rôti de chevreuil qu'il avait préparé la veille. Ce n'était pas son petit déjeuner, mais la taxe qu'il devait payer pour les 2 dernières années. Sterling vivait seul dans ce coin reculé des montagnes, à la recherche d'un silence que les villes ne pouvaient lui offrir. Mais même dans l'isolement, on n'est jamais vraiment seul. Depuis l'hiver précédent, il était surveillé. Il ouvrit la lourde porte d'entrée en chêne et sortit sur le porche. L'air était si vif qu'il lui gelait le souffle dans la gorge. Le ciel était d'une teinte violette et gris ardoise, lourd de la promesse de neige. Sterling descendit les marches en bois, ses bottes crissant sur le sol couvert de givre, et se dirigea vers un vieux chêne qui se trouvait à environ 50 mètres de la cabane. Il posa les restes de viande sur une pierre plate à la base de l'arbre, puis recula. Il n'attendit pas de voir l'invité, c'était l'accord, c'était le traité. « Il est là-bas », pensa Sterling en scrutant la lisière de la forêt. Il savait que la créature l'observait. C'était un chien, un énorme berger allemand au pelage couleur des nuages d'orage mêlés au clair de lune, un rare motif argenté qui lui permettait de se fondre facilement dans le bois. Sterling l'appelait « Phantom ». L'animal était sauvage, méfiant, et portait une cicatrice irrégulière sur le flanc gauche et une boiterie permanente à la patte arrière. Ils étaient beutés 2 soldats brisés partageant la même montagne, respectant l'heure.
Sterling fournissait la nourriture, Phantom fournissait la distance. Sterling tourna le dos aux arbres et retourna vers son Porsche, impatient de boire sa première tasse de café. Il gravit les 3 marches en bois, les yeux fixés sur la poignée de la porte, puis s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Le rythme du matin avait été brisé. Sur le plancher gris et usé de son Porsche, juste devant la porte où il se tenait quelques instants auparavant, se trouvait une tache de couleur si vive qu'elle semblait vibrer contre le paysage terne. C'était une chaussure. Sterling la fixa, son esprit luttant pour identifier l'objet. C'était une petite basket en toile rouge, du genre que porterait un enfant, pour courir dans une cour de récréation ou courir après un ballon dans un parc. Elle était minuscule, adaptée à un enfant de 5 ans maximum. Il regarda autour de lui, ses instincts de reconnaissance se réveillant. Les bois étaient silencieux, l'allée était vide, aucune trace de pneu ne venait lui gâcher le givre sur la route. Personne n'était devenu ici. Il s'agenouilla, ses articulations protestant, et ramassa la chaussure. Elle était froide mais pas gelée. Elle n'était pas restée là toute la nuit. Elle était sèche malgré le givre sur la rampe. Il la retourna entre ses grandes mains calleuses. La toile rouge était sale, maculée de boue fraîche, mais la semelle en caoutchouc blanc était relativement propre. Puis il remarqua les lacets. Ils étaient noués en un double nœud serré. Un enfant ne retire pas une chaussure qui est nouée en double. Il faut la retirer ou la traîner. Sterling approcha la chaussure de son visage. Sur le talon incrusté dans le caoutchouc et le tissu, il y avait des marques distinctes. Ce n'étaient pas les marques chaotiques laissées passer par un coyote mâchant des déchets. Elles étaient précises, c'étaient des marques de pression. Quelqu'un ou quelque chose avait transporté cette chaussure avec beaucoup de soin. Un son guttural grave s'échappa du bord de la forêt. Sterling se leva lentement, serrant la petite chaussure rouge dans sa main gauche. Il se tourna vers le son. Phantom était là. Le grand chien argenté était sorti de l'abri des pins. C'était une anomalie. Pendant tous les mois où Sterling l'avait observé, Phantom ne s'était jamais montré tant que Sterling était encore dehors. Il attendait généralement que la porte soit fermée et les rideaux tirés avant de se faufiler jusqu'aux chênes. Mais aujourd'hui, Phantom ignora les restes de venaison qui l'attendaient forte sur la pierre plate. Il se tenait à 20 mètres de là, le corps tendu comme une corde d'arc, le poil hérissé, la fourrure argentée dressée le long de sa colonne vertébrale, mais la queue basse. Il n'était pas menaçant, il était terrifié. Le chien ouvrit la gueule et un son aigu et perçant s'échappa de sa gorge. Ce n'était pas un aboiement, mais un gémissement, une vibration désespérée et suppliante qui transperçait l'air froid du matin. Sterling croisa le regard de l'animal. Il y vit de l'intelligence et une urgence frénétique qui le troubla. Le chien fit 2 pas en avant, puis s'arrêta de frapper le sol gelé de ses pattes avant. Il tourna sa grosse tête vers le sud, vers les crêtes profondes et traîtresses de Blackwood, puis regarda à nouveau Sterling. Il recommença. Vers le sud, regarda Sterling, gémit. Le message était maladroit, primitif, mais sans équivoque. Sterling baissa les yeux vers la chaussure rouge dans sa main, puis regarda à nouveau la créature ressemblant à un loup qui tremblait dans la clairière. Un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec le temps glissa le long de la colonne vertébrale de Sterling. C'était une violation du protocole. Un animal sauvage ne s'expose pas, n'ignore pas la nourriture et ne livre pas d'objets à un humain, à moins que le monde ne se soit renversé sur son axe. Le chien ne fouillait pas, il faisait son rapport. Sterling sentit le poids de la chaussure dans sa main. Elle semblait lourde, plus lourde que du plomb. Elle semblait contenir une vie. « Attends », dit Sterling d'une voix rauque à force de ne pas parler. Il ne savait pas s'il s'adressait au chien ou à lui-même. Il serra la chaussure plus fort. Le chien poussa un autre cri, un jappement aigu de frustration, et tourna en rond, ses yeux ambrés brûlant d'un appel que Sterling ne pouvait ignorer. Sterling regarda les nuages sombres qui s'amassaient au-dessus des sommets sud. Une tempête approchait, une mauvaise, et quelque part, dans la direction que le chien argenté indiquait, se trouvait le propriétaire de cette petite chaussure rouge. Sterling se retourna et ouvrit sa porte, non pas pour retourner se coucher, mais pour attraper son fusil. Le calme du matin était terminé, le traité de silence avait été rompu. Sterling Ward rentra dans la chaleur de sa cabane, mais le froid de l'air matinal semblait s'accrocher à ses os. Il posa la petite chaussure rouge sur la table de sa cuisine, contre le bois de pin rugueux et abîmé. La toile rouge vif semblait violente, comme une alarme hurlante dans une pièce conçue pour le silence. Il se dirigea vers le coin du salon où un émetteur-récepteur radio puissant et poussiéreux était posé sur un bureau en métal. C'était une relique, tout comme Sterling lui-même, un équipement entretenu non pas par hobby mais par nécessité dans ces montagnes. Le réseau mobile était un fantôme qui se manifestait rarement, la radio était la seule ligne de vie vers la vallée en contrebas.
Sterling s'assit, le cuir de son fauteuil craquant sous son poids, il appuya sur le bouton d'alimentation et la machine s'anima dans un bourdonnement, le rétroéclairage ambré s'allumant doucement. Il régla le squelch pour filtrer le sifflement des parasites cosmiques jusqu'à ce que le canal soit clair. Marge, ici Sterling, à Blackwood-Ridge, dit-il dans le microphone à main. Sa voix était calme, grave et dénuée de panique. Tu es là ? Un moment de silence s'écoula, rempli uniquement par le faible bourdonnement du haut-parleur, puis une voix chaleureuse et familière répondit dans un grésillement. « Vas-y, Sterling, je t'entends haut et fort. Tout va bien là-haut ? Tu appelles tôt. » Marge travaillait comme répartitrice pour le comté depuis 30 ans. Elle connaissait la voix de chaque éleveur, ermite et patrouilleur dans un rayon de 90 km. « J'ai un problème, » dit Sterling, les yeux rivés sur la chaussure rouge posée sur la table. « J'ai trouvé quelque chose sur mon Porsche ce matin, une chaussure d'enfant, une basket rouge taille 40, peut-être 41, qui semble appartenir à la fille qui a disparu, Robin. » Il y a eu un silence plus lourd qu'auparavant. « Sterling, chéri, » commença Marge d'un ton passant de convivial à prudent. « Nous avons des unités qui ratissent pour la vallée nord en ce moment même. Un pêcheur a trouvé une casquette de baseball rose près de la rive il y a environ 1 heure. Le shérif est presque sûr qu'elle est partie par là. Elle n'est pas dans la vallée nord, Marge. » Sterling dit en se penchant vers le micro. « J'ai sa chaussure. Elle n'est pas venue ici toute seule. Un chien l'a apportée. Un chien, un berger allemand sauvage. Il l'a apportée à ma porte et il pointe vers le sud en direction des bois profonds. » Avant que Marge puisse répondre, une autre voix a coupé la transmission. Elle était plus grave, plus forte et portait le poids de l'autorité qui exigeait d'être entendue. « Sterling, ici le shérif Thorne, je surveille cette fréquence. » Sterling a resserré sa prise sur le micro. Le shérif Jim Thorne était un homme qui croyait que le monde fonctionnait en ligne droite. Il était doué pour la paperasse, bon en politique, et très mauvais pour écouter tout ce qui contredisait ses propres théories. Le shérif Sterling a répondu « Vous cherchez au mauvais endroit. Écoutez-moi. » La voix de Sterling Thorne était légèrement déformée alors qu'il parlait trop près de sa radio. Nous avons une confirmation visuelle d'un chapeau près de la rivière, à 8 km au nord de votre position. Nous avons des équipes de recherche et sauvetage qui se déploient là-bas. Nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour nous lancer dans une chasse à l'oie sauvage parce qu'un ermite a vu un chien errant traîner des déchets. « Ce ne sont pas des déchets, Jim, » dit Sterling dont la patience s'amenuisait comme la glace sur un étang au printemps. Les lacets sont doublement noués, il y a des traces de traînées sur le talon. Le chien ne l'a pas mâché, il les a transportés. Il essaie de nous dire quelque chose. La radio a grésillé avec une forte rafale de parasites avant que Thorne ne réponde d'une voix condescendante, comme on parle à un enfant confus ou à un parent sénile. « Sterling, je respecte votre service, vraiment, mais vous êtes seul sur cette crête depuis longtemps. Parfois, le silence joue des tours à un homme. Ce chien est un charognard. Il a probablement trouvé cette chaussure dans une benne à ordures il y a 3 jours et a simplement décidé de la déposer dans votre jardin aujourd'hui. Ne va pas, je répète, ne va pas te promener dans les bois. Un front orageux approche. Je ne veux pas avoir à envoyer une équipe te secourir. Reste à l'intérieur, c'est un ordre direct. » Il raccrocha et la ligne devint muette avec un dernier clic dédaigneux. Sterling fixa la radio. La lumière orange clignotait, se moquant de lui. Il avait été rejeté, relégué au statut de vieil homme fou racontant des histoires de chiens magiques. Il relâcha le bouton de transmission, les jointures blanchies. Il savait ce que pensait. Il pensait que Sterling n'était qu'une autre victime du temps. Un homme dont l'esprit s'érodait avec le sol de la montagne, mais Thorne ne voyait pas la chaussure. Thorne ne regardait pas dans les yeux de l'animal à l'extérieur. Soudain, un bruit transperça les murs en bois massif de la cabane. Il venait du porche. C'était Fantôme. Le chien était toujours là. Il ne s'était pas enfui. Il faisait les 100 pas devant la porte, ses griffes claquant rythmiquement sur le bois, et il faisait à nouveau ce bruit. C'était un gémissement, mais il était continu, aigu et tremblant. Il montait et descendait dans une boucle frénétique. Sterling ferma les yeux, le son lui transperçait le crâne. Pour Sterling Ward, ce n'était pas seulement le son d'un animal en détresse, c'était le son d'un souvenir qu'il avait passé 40 ans à essayer d'enfouir. La cabane s'estompait, l'odeur de pain et de vieux café disparaissait, remplacée par la puanteur humide et putride d'un sol de jungle en 1971. Mitte 1971. L'air était épais de fumée et de l'odeur métallique du sang. Sterling était jeune à l'époque, ses mains étaient fermes, son regard vif. Il était accroupi derrière un tronc d'arbre tombé, réglant frénétiquement les boutons d'une lourde radio de campagne. À côté de lui gisait Jackson, le caporal Jackson, le gamin de l'Ohio qui aimait parler de baseball et de la tarte aux pommes de sa mère.
Jackson saignait, une balle de sniper l'avait touché. Sterling cria dans le combiné pour demander une évacuation, un médecin, n'importe qui. Mais il n'y avait aucune voix à l'autre bout, aucune marge, aucun shérif, seulement des parasites, un sifflement aigu de bruit blanc. La fréquence était morte, la batterie était morte, ou peut-être que le monde était mort. Jackson leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés et suppliants, reflétant la panique que Sterling sentait monter dans sa propre poitrine. Jackson essaya de parler, mais seul un sifflement s'échappa, un gémissement aigu d'air s'échappant d'un poumon perforé. Le bruit des parasites de la radio se mêlait au bruit de son ami mourant. C'était une harmonie d'échecs. Sterling était beau rester assis là, impuissant, écoutant le signal s'estomper jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence. Il avait survécu, mais une partie de lui était restée dans cette jungle, piégée dans la fréquence des fantômes. Sterling ouvrit les yeux en haletant comme s'il venait de remonter à la surface après avoir plongé en eau profonde. Le bruit continuait à provenir du porche. Le chien gémissait toujours. La tonalité était identique. C'était la fréquence du désespoir. C'était le son d'une vie appelant à l'aide avant que la batterie ne soit épuisée. Sterling regarda la radio sur son bureau. Elle était silencieuse. Thorne avait coupé la connexion. Thorne avait laissé le signal s'éteindre. « Non », murmura Sterling, sa voix était basse, vibrant d'une intensité soudaine et féroce. « Pas cette fois. » Les tremblements de ses mains cessèrent. Le brouillard du passé se dissipa, brûlé par une poussée d'adrénaline et de détermination. Il n'était pas dans la jungle, il était dans le Montana et il n'était pas impuissant. Il se leva en repoussant sa chaise, marcha jusqu'à l'armoire à fusibles dans le coin et la déverrouilla avec une clé qu'il gardait à sa ceinture. Il tendit la main à l'intérieur et sortit son fusil, un Winchester à levier, qu'il gardait huilé et prêt à l'emploi. Il vérifia la chambre, le cliquetis métallique de l'action résonnant de manière satisfaisante dans la pièce silencieuse. Il attrapa une boîte de munitions et la glissa dans sa poche, puis il se tourna vers le porte-manteau et prit la lourde veste en cuir marron qu'il portait depuis son retour du service, celle qu'il avait protégée pendant des décennies des hivers du Montana, et la jeta sur ses épaules. Le cuir était raide et froid, mais lorsqu'il remonta la fermeture éclair, il sentit une transformation s'opérer. Il enfilait son armure, il reprenait le rôle qu'il avait abandonné. Il prit la chaussure rouge sur la table et la glissa dans la poche profonde de sa veste. Elle lui servirait de référence olfactive. C'était l'objectif de la mission. Sterling se dirigea vers la porte, s'arrêta un instant, la main suspendue au-dessus de la poignée en laiton. Il savait ce qui l'attendait dehors. Une tempête approchait, un blizzard capable d'ensevelir un homme en 1 heure. Il savait que ses genoux étaient fragiles, que son cœur était fatigué, que le shérif serait furieux, mais dehors, le chien gémissait à nouveau. « Je t'entends, Sterling, pensa-t-il. Je t'ai bien compris. » Il ouvrit la porte à la volée. Le vent froid le frappa comme un coup physique, fouettant ses longs cheveux sur son visage. Phantom se retourna, sa fourrure argentée hérissée. Le chien cessa immédiatement de gémir. Il regarda le fusil dans la main de Sterling, puis leva les yeux vers le visage de Sterling. L'animal ne se recroquevilla pas. Il ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, Phantom poussa un aboiement court et aigu, un son de reconnaissance. Il baissa la tête, tourna son corps vers le sud et fit quelques pas hésitants, se retournant pour s'assurer que l'homme le suivait. Sterling descendit du porche, ses bottes s'enfonçant dans la terre gelée. Il regarda les nuages sombres et menaçants qui tourbillonnaient au-dessus de Blackwood Ridge. « Allons-y, sergent », dit Sterling au chien. Il se mit à marcher au rythme de l'animal. Il laissa la radio derrière lui, il laissa le shérif derrière lui. Il se connectait à une fréquence différente, une fréquence que seul lui et le chien argenté pouvaient entendre. « Allez-y, sergent », dit Sterling au chien. Il se mit à marcher au rythme de l'animal, laissant derrière lui la radio et le shérif. Il se branchait sur une fréquence différente, une fréquence que seul lui et le chien argenté pouvaient entendre. Et cette fois, Sterling Ward jura au ciel gris au-dessus de lui qu'il ne laisserait pas le signal s'éteindre. Le chemin de gravier qui s'éloignait de la cabane de Sterling Ward n'était pas tant une route qu'une cicatrice creusée dans le flanc de la montagne. Elle était étroite, bordée de pins imposants qui se balançaient de manière inquiétante dans le vent qui se renforçait. Sterling marchait d'un pas régulier et rythmé, son fusil en bandoulière, les yeux fixés sur la silhouette argentée du chien qui marchait devant lui. Phantom ne courait pas, il trottait la tête haute, le nez frétillant tandis qu'il humait l'air glacial. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait, regardait au Sterling et attendait que l'homme se rapproche avant de repartir. C'était une conversation silencieuse, un partenariat qui se forgeait en temps réel,
Mais ils n'avaient pas parcouru plus d'un quart de mille lorsque le bruit d'un moteur qui approchait rompit le calme concentré du matin. Sterling ne se retourna pas. Il connaissait ce bruit. C'était le gémissement lourd et laborieux d'un moteur V8 poussant un châssis lourd sur une pente raide, les pneus crissant bruyamment sur les pierres instables, crépitant et grinçant alors que le véhicule se rapprochait derrière eux. C'était l'aise. Le véhicule se plaça à côté de Sterling et ralentit jusqu'à rouler au pas. C'était un SUV blanc avec l'emblème doré et vert du département du shérif du comté. La vitre s'abaissa dans un bourdonnement mécanique. « Monsieur Ward » appela une voix. Elle était jeune et ferme, mais teintée d'une hésitation qui trahissait un manque d'expérience. « Vous devez vous arrêter. » Sterling continua à marcher. Il ne regarda pas le conducteur. « Je me promène, adjoint, » dit-il d'une voix neutre. « C'est un pays libre, à ma connaissance. » La voiture de police accéléra légèrement, coupant la route à Sterling et se dirigeant vers le fossé pour lui bloquer le passage. Les freins crissèrent ensuite doucement lorsque le véhicule s'arrêta. La porte du conducteur-portière s'ouvrit et un jeune homme en sortit. C'était l'adjoint Landon Brice. Il ne semblait pas avoir plus de 25 ans. Son uniforme était impeccable et repassé. Ses bottes cirées brillaient d'un éclat qui n'avait pas sa place sur une route de terre dans le Montana. Son visage était rasé de près. Ses yeux bleus étaient grands ouverts et remplis de l'anxiété d'un homme à qui l'on a donné des ordres, qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire respecter. « Le shérif Thorne m'a envoyé », dit Brice en contournant l'avant de la voiture de police. Il ne chercha pas à attraper son arme, mais sa main resta près de sa ceinture, une habitude nerveuse, dit-il. « Vous interférez avec une enquête en cours. Il veut que vous retourniez dans votre cabane. Il dit qu'une tempête approche et qu'il ne peut pas se permettre de perdre des hommes pour venir vous sauver si vous vous perdez. » Sterling s'arrêta. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air glacial remplir ses poumons. Il regarda le jeune adjoint, le regarda vraiment. Il vit un garçon qui voulait faire ce qu'il fallait, mais qui regardait le monde à travers un manuel au lieu de ses propres yeux. Phantom s'était arrêté lui aussi. Le grand chien argenté se tenait à 10 mètres devant eux, observant le nouveau venu avec une intensité qui aurait fait reculer un homme moins courageux. Il ne grognait pas, mais son immobilité était en soi un avertissement. « Landon » dit Sterling en utilisant le prénom du garçon. Il savait que le père de Landon, un mécanicien de la ville. « Regarde le ciel, que vois-tu » Brice cligna des yeux déconcerté par la question. Il leva les yeux vers les nuages sombres. « La neige arrive, c'est exactement pour cela que tu dois rentrer chez toi. » Sterling secoua lentement la tête. « Non, tu vois le temps... Moi je vois une horloge qui tourne. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit la chaussure rouge. Il la brandit. La toile brillante contrastait avec le fond gris de la forêt. « Thorne pense que c'est un déchet, » dit Sterling. « Il dit qu'un charognard l'a apporté. Regarde de près, adjoint. » Il fit un pas vers Brice en tendant la chaussure. Brice hésita puis se pencha. « Regarde les lacets, » ordonna Sterling. « Un double nœud serré, un nœud parfait. Un chien sauvage qui mâchouille une chaussure pour s'amuser aurait rongé ses lacets en quelques secondes. Il aurait arraché la languette. « Regarde le talon, » dit Sterling en retournant la chaussure et en pointant son doigt calleux vers la semelle en caoutchouc. « 2 empreintes distinctes, » dit Sterling. « Les canines du haut et du bas, mais regarde l'angle. Ce ne sont pas des marques de morsure destinées à tuer ou à déchirer, ce sont des marques de traînée, une légère pression. Il l'a transporté, il n'a pas joué avec. Il me l'a apporté parce qu'il ne pouvait pas défaire le nœud pour l'enlever du pied qu'il essayait de sauver. » Brice fixa la chaussure. La logique était simple, médico-légale et indéniable. Il déglutit bruyamment, sa pomme d'Adam bougeant de haut en bas. « Cela ne signifie pas qu'elle est ici, Sterling. Le chien aurait pu le trouver à des kilomètres. » Sterling baissa la chaussure et désigna Phantom. « Regarde le chien, Landon. » Brice regarda. Phantom se tenait sur une élévation de la route, le nez levé vers le vent, les narines dilatées, testant les courants d'air qui descendaient lentement de la crête. « Qu'est-ce qu'il fait » demanda Sterling. « Il renifle » répondit Brice faiblement. « Il flaire l'air » corrigea Sterling d'une voix forte et autoritaire. « La plupart des gens pensent que les chiens pisteurs gardent leur nez dans la terre. C'est du pistage au sol, pour des traces vieilles de plusieurs heures. Mais quand un chien lève la tête comme ça dans le vent, cela signifie que l'odeur est dans l'air. Cela signifie que la source est relativement proche et que le vent la lui apporte. » Sterling fit un pas vers l'adjoint, envahissant son espace personnel, forçant le jeune homme à affronter la réalité de la situation. Le shérif Thorne fouille le fond de la rivière parce qu'il a trouvé un chapeau. Un chapeau s'envole dans le vent. Landon, un chapeau flotte sur l'eau, un chapeau bouge, mais ce chien, il est concentré.
Brice regarda en arrière vers la voiture de police où la radio crépitait de voix faibles et indistinctes provenant de l'équipe de recherche à des kilomètres de là. Thorne était précis. Brice dit d'une voix légèrement cassée que le chien n'était qu'un chien errant, qu'il devait l'emmener. Sterling laissa échapper un rire bref et sec. C'était un son dépourvu d'humour. Thorne est assis dans un bureau chauffé, regardant une carte. Sterling dit « Je suis ici, debout, à regarder une créature qui a survécu seule dans ces bois pendant 2 ans. » Sterling se retourna et pointa du doigt Phantom, qui gémissait à nouveau doucement, une vibration aiguë qui transperçait le vent. Cet animal a 300 millions de récepteurs olfactifs dans le nez, dit l'adjoint Sterling, sa voix tombant dans un murmure grave qui avait plus de poids qu'un cri. Son cerveau est câblé pour traiter le monde d'une manière que vous et moi ne pouvons même pas comprendre. Il peut sentir la peur, il peut sentir le cancer, et en ce moment, il sent un enfant. Sterling se pencha, les yeux rivés sur ceux de Brice. « Tu dois donc te poser une question, mon garçon, et tu dois y répondre tout de suite. Fais-tu confiance à cette radio parasitée dans ta voiture, gérée par un homme qui s'inquiète pour sa réélection, ou fais-tu confiance à 300 millions d'années d'évolution biologique qui se tient là, sur cette crête ?» Le silence qui suivit était lourd. Le vent sifflait à travers les aiguilles de pin, un son triste et solitaire. Brice regarda la radio dans sa voiture, puis le vieil homme robuste en veste de cuir, et enfin au chien argenté qui attendait en tremblant d'une anxiété qui semblait bien trop humaine. Brice baissa les yeux vers ses bottes cirées, il changea de position, il regarda les nuages d'orage qui prenaient maintenant une teinte violette au-dessus des sommets. « Si nous y allons, dit Brice doucement, et que nous nous perdons, Thorne me licenciera si nous n'y allons pas, répondit Sterling doucement. Et cette petite fille mourra dans la neige, tu ne te le pardonneras jamais et aucun badge ne vaut cela. » Brice resta immobile pendant long moments. Puis il leva lentement la main et détacha la radio de son épaule. Il la passa par la fenêtre ouverte de la voiture de police et la posa sur le siège passager. Il se retourna vers Sterling sans dire un mot, contourna le SUV et ouvrit le coffre. Il en sortit une lourde veste tactique, une trousse de premier secours et une corde d'escalade enroulée. Il claqua le coffre, dont le bruit résonna comme un coup de feu dans la vallée. Il enfila la veste par-dessus son uniforme, couvrant son insigne. Il regarda Sterling, la mâchoire serrée, avec une maturité soudaine. « Passez devant, monsieur Ward. » Sterling acquiesça d'un petit mouvement presque imperceptible du menton, mais qui traduisait un immense respect. Il se retourna vers la crête. « Sanso, Allons-y, Phantom, ordonna Sterling. Le berger argenté n'avait pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. Il fit volte-face, remua la queue en signe d'acquiescement et plongea dans les broussailles au bord de la route. Il ne prit pas le chemin le plus facile, mais se dirigea droit vers les broussailles denses et épineuses de Blackwood Ridge. Sterling le suivit en écartant les branches qui déchiraient en son jean. Derrière lui, il entendait les pas lourds de l'adjoint Landon Brice, qui quittait la sécurité de la route pour s'enfoncer dans la nature inconnue. Le trio s'enfonça dans l'ombre des arbres juste au moment où les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Ils dérivaient lentement et se posaient un dé sur l'épaule de Sterling, d'un blanc éclatant sur le cuir brun usé. C'était un avertissement. Le compte à rebours avait commencé et il marchait droit vers le cœur de la tempête. La transition entre la route de gravier et l'intérieur de Blackwood Ridge n'était pas progressive. C'était une plongée abrupte dans un monde qui semblait ancien et hostile. L'instant d'avant, Sterling Ward et l'adjoint Landon Brice se tenaient sur un sol artificiel. L'instant d'après, ils étaient engloutis par un enchevêtrement dense de pins de Murray et de broussailles sains qui semblaient leur reprocher leur intrusion. I&D était différent ici, sur la route. Il les avait repoussés à l'intérieur de la lisière des arbres. Ils tourbillonnaient et s'emprisonnaient dans la canopée, créant un son creux et gémissant qui résonnait de toutes parts. La neige, qui n'était qu'une fine couche sur le bas-côté de l'autoroute, commençait à s'accumuler ici. Elle s'accrochait aux aiguilles d'arcueil des sapins et recouvrait les feuilles mortes sur le sol de la forêt, transformant le monde en une peinture monochrome de gris, de brun et de blanc. Phantom n'hésita pas. Le berger allemand argenté se déplaçait avec une fluidité qui trahissait sa taille. Il ne cherchait pas les traces de cerf ou les espaces entre les arbres qu'un randonneur choisirait naturellement. Au lieu de cela, il plongeait directement dans les buissons les plus denses de framboisiers sauvages et d'aubépines. Sterling le suivait sans se plaindre, serrant sa veste en cuir autour de son cou. Il levait le bras pour se protéger le visage, alors qu'il se frayait un chemin à travers un fourré de branches épineuses et sans feuilles. Les épines s'accrochaient au cuir résistant, produisant des bruits de grattement comme des ongles secs derrière lui. Landon Brice se débattait.
Pourquoi allons-nous par là halta Brice en se baissant pour passer sous une branche basse qui s'était accrochée à son gilet tactique. Il y a un sentier de gibier à 10 mètres sur la gauche. C'est évident. Pourquoi nous traîne-t-il à travers les épines? Sterling s'arrêta un instant pour attendre que le jeune homme se dégage. Il ne regarda pas en arrière, les yeux rivés sur la silhouette argentée qui avançait devant eux. Parce que nous ne suivons pas un randonneur, dit Landon Sterling d'une voix basse, mais qui transperçait le vent. Nous suivons les traces d'un enfant de 5 ans, terrifié. Il pointa une main gantée vers le mur dense de ronces que Fantôme venait de franchir. Lorsqu'un enfant se perd dans les bois, la panique s'installe en quelques minutes. Son instinct n'est pas de trouver un chemin, mais de se cacher. Il se sent petit, alors il cherche des endroits petits. Il rampe sous les buissons, se faufile entre les rochers, essaie de se rendre invisible, car les bois lui semblent être un monstre. Sterling se tourna vers l'adjoint. Son visage était rouge à cause du froid, mais ses yeux étaient un calme. Fantôme le sait. Il ne suit pas ses traces, il suit sa peur. Brice se tut, acquiesça d'un signe de tête, ajusta son col et s'avança en suivant Sterling dans les broussailles. La leçon avait été donnée et reçue. Ils marchèrent pendant encore 25 minutes dans un silence pesant. Le terrain devenait plus escarpé, le sol sous la neige était inégal et traître, avec des racines cachées. Les genoux de Sterling, endommagés par un saut au-dessus d'une canopée de jungle en 1971, se mirent à palpiter d'une douleur sourde et rythmée. Il serra les dents et se força à suivre le rythme implacable du chien. Soudain, Fantôme s'arrêta. Le chien se tenait immobile devant un épais buisson de rosiers sauvages, dont les tiges étaient recouvertes d'épines acérées comme des aiguilles. Il tourna lentement la tête pour regarder Sterling, puis plongea son museau vers une branche irrégulière à environ 2 pieds du sol. Sterling s'approcha lentement et s'agenouilla dans la neige, ignorant la protestation de ses articulations. Il se pencha près de l'endroit où le chien pointait du nez. Là, accroché à une épine en forme de crochet, se trouvait un minuscule morceau de tissu. Il n'était pas plus grand qu'un timbre-poste, un morceau de denim effiloché avec une touche de couture rose. Il flottait frénétiquement dans le vent, comme un petit drapeau désespéré, revendiquant ce territoire hostile. Sterling tendit la main et le décrocha doucement. Il le tint devant le denim gris clair. Sterling murmura « couture rose ». Il se tourna vers Brice qui respirait bruyamment derrière lui. Le rapport de disparition indique-t-il ce que Robin portait? Brice fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit carnet qu'il ouvrit, les doigts engourdis par le froid. Ah oui, un jean bleu avec des broderies roses sur les poches, un manteau violet bouffant et des baskets rouges. Sterling referma sa main sur le morceau de tissu. Ce n'était pas un chapeau trouvé à des kilomètres de là, près d'une rivière. C'était un morceau de vérité, ici, au milieu de nulle part. Elle était passée par là. Sterling a dit que nous étions sur la bonne piste. Brice regarda le tissu, puis le chien. Le scepticisme qui assombrissait son visage auparavant avait disparu, remplacé par une prise de conscience naissante de ce à quoi ils avaient affaire. Il savait, murmura Brice, il savait exactement où elle avait accroché son pantalon. Il fait son travail, dit Sterling en se levant. Maintenant, faisons le nôtre. Ils continuèrent. La neige se mit à tomber plus fort, les flocons devenant plus gros et plus lourds. Le sol était maintenant entièrement recouvert d'un drap blanc masquant les dangers du sol forestier. Le monde rétrécissait, la visibilité diminuait à chaque minute qui passait, alors qu'il grimpait une crête escarpée. Les yeux de Sterling s'efforça de repérer la moindre irrégularité dans le paysage et aperçut une tache de couleur sur la neige immaculée. C'était rouge. Au début, son cœur se mit à battre à tout rompre. Il pensa que c'était une autre chaussure ou, pire encore, un morceau du manteau violet, mais en s'approchant, il se rendit compte que le rouge était liquide. C'était une seule goutte de sang parfaite, d'un rouge vif sur la neige d'un blanc éclatant. Sterling s'arrêta et scruta le sol devant lui. Il y avait une autre goutte à 1 mètre de là, puis une autre, une traînée de miettes rouges menant vers la pente. « C'est elle ?» demanda Brice, la voix serrée par la peur. « Elle est blessée ?» Sterling s'accroupit pour examiner le sang. Il était frais, il n'avait pas encore gelé. Il observa la disposition des gouttes. Elles tombaient de manière rythmée à droite de la trace centrale. « Non, dit Sterling, un nœud se formant dans son estomac. Ce n'est pas elle. » Il leva les yeux. Fantôme était à 10 mètres devant eux, s'arrêtant au sommet de la crête pour les attendre. Le chien se détachait en silhouette contre le ciel orageux, telle une silhouette fantomatique majestueuse, mais même à cette distance, Sterling pouvait voir un léger tremblement dans la patte arrière gauche, celle qui portait la vieille cicatrice. Sterling se précipita, allant plus vite que ses jambes ne le voulaient.
Hansemzela, Fantôme, appela-t-il, reste là. Le chien tourna la tête mais ne s'assit pas. Ses yeux ambrés étaient remplis d'une énergie frénétique. Il déplaça son poids, levant sa patte arrière gauche du sol pendant 1 seconde avant de la reposer. Sterling atteignit le chien et tomba à genoux dans la neige. « Laisse-moi voir », ordonna Sterling doucement. Il tendit la main vers l'art. Fantôme tressaillit, une vague de tension musculaire parcourut sa colonne vertébrale, mais il laissa Sterling le toucher. Sterling balaya la neige du jarret du chien. L'ancienne cicatrice, une épaisse ligne de peau rose et glabre, vestige d'une bataille oubliée depuis longtemps, s'était ouverte. Le terrain accidenté, l'ascension brutale et le froid glacial avaient procédé de trop. La blessure était à vif et suintait du sang frais qui coulait régulièrement sur la glace. Chaque pas que l'animal faisait devait être une agonie, une douleur déchirante et brûlante à chaque poussée vers le sommet de la montagne. Le cœur de Sterling. Le cœur de Sterling se brisa un peu. Il connaissait cette douleur, il savait ce que c'était que de pousser un corps au-delà de ses limites parce que la mission l'exigeait. « Facile, soldat », murmura Sterling. Il fouilla dans sa poche pour trouver un mouchoir. « Laisse-moi penser ça, nous devons nous arrêter un instant. » Il s'apprêta à enrouler le tissu autour de la patte, mais un grondement sourd retentit dans la poitrine de Fantôme. C'était un grognement. Sterling se figea. Il leva les yeux. Fantôme ne le regardait pas avec agressivité, ses oreilles n'étaient pas rabattues, il regardait Sterling avec un désespoir pur et sincère. Le grognement n'était pas une menace, c'était un refus. Le chien retira sa patte de la main de Sterling. Il recula d'un pas, trébuchant légèrement, puis retrouva son équilibre. Il regarda vers le sud, dans le rideau blanc aveuglant de la tempête de neige qui approchait, et poussa un aboiement aigu. « Il dit non », dit Brice doucement. Il se tenait debout au-dessus d'eux, fixant le chien avec de grands yeux. « Il sait que nous perdons du temps », dit Sterling en remettant le mouchoir dans sa poche. « Il sait que la tempête va effacer son odeur. » Fantôme n'attendit pas la permission. Il se retourna et se lança à nouveau sur la piste. Il boitait fortement, sa démarche était désormais irrégulière. Son corps s'affaissait à chaque pas de sa jambe gauche, mais sa vitesse n'avait pas diminué. Au contraire, il allait plus vite, poussé par une volonté qui transcendait les os et les muscles. Sterling le regarda s'éloigner, observant les gouttes de sang fraîches tracer une ligne sur la neige. « Il se fait mal pour la retrouver, » dit Brice d'une voix étouffée et respectueuse. « Je pensais que c'était juste un chien errant. » Sterling se leva en essuyant la neige de son jean. « Ce n'est pas un chien errant, adjoint, » dit Sterling d'une voix émue. « C'est un éclaireur de reconnaissance et il vient de décider que la mission est plus importante que sa jambe. » Sterling ajusta son fusil en ignorant la douleur dans ses propres genoux. Dit Sterling d'une voix chargée d'émotion. « C'est un éclaireur et il vient de décider que la mission est plus importante que sa jambe. » Sterling ajusta son fusil, ignorant la douleur dans ses propres genoux. « Allons-y, Landon, nous devons continuer. Il ne s'arrêtera pas pour nous. » Ils avancèrent donc dans le vide blanc. Devant eux, le chien argenté devint une tache floue, un fantôme en effet, laissant derrière lui une traînée rouge qui témoignait d'une loyauté qu'aucune main humaine n'aurait pu lui enseigner. Le vent hurlait, essayant d'effacer leur présence, mais tous les trois, le vieux soldat, le jeune adjoint et le gardien blessé, marchaient ensemble, liés par le sang sur la neige. Le monde ne pas seulement changé, il avait disparu. À un instant, Sterling pouvait voir la silhouette voûtée et déterminée de Fantôme à 10 mètres devant lui. L'instant d'après, un mur de fureur blanche s'abattait sur Blackwood Ridge, effaçant les arbres, le sol et le ciel. La tempête de neige était arrivée, non pas avec un gémissement, mais avec une violence qui semblait personnelle. Le vent rugissait comme un train de marchandises déraillé, un cri assourdissant et continu qui leur arrachait le souffle des poumons. Sterling cessa de se protéger les yeux avec sa main gantée. Il ne pouvait plus voir la traînée de sang. Il voyait à peine le bout du canon de son propre fusil. Landon Sterling cria, mais le son fut instantanément englouti par la tempête. Il se retourna en plissant les yeux à travers les cristaux de glace cinglants. Une silhouette émergea du vide blanc derrière lui. L'adjoint Brice était plié en deux contre le vent, agrippant les sangles de son gilet tactique, comme si elles étaient les seules choses qui le retenaient à la terre. « Nous devons nous mettre à l'abri », cria Sterling en attrapant le jeune homme par l'épaule pour s'assurer qu'il était « Nous ne survivrons pas à l'air libre ». Brice acquiesça frénétiquement, le visage couvert de rougeur causée par le vent et les cils incrustés de glace. Mais où était le chien fantôme ? Hurla Sterling en se retournant vers l'abîme blanc. Fantôme, une forme sombre et basse, apparut au niveau du genou de Sterling. Le berger argenté pressa son corps contre la jambe de Sterling, cherchant à se stabiliser dans le chaos.
L'animal tremblait violemment, son pelage était recouvert de glace, sa patte blessée tremblait sous le poids de son corps. Il leva les yeux vers Sterling, ses yeux ambrés plissés contre le froid mordant, et poussa la main de Sterling avec son museau humide et glacé. Le chien tourna la tête vers la droite, en direction d'une fissure sombre dans la paroi granitique de la falaise, à peine visible à travers la tempête. C'était une crevasse dans la montagne, une étroite gorge de pierre qui promettait un abri. Sterling tapota l'épaule de Brice et lui fit signe. Ils trébuchèrent vers la paroi rocheuse, glissant sur la glace cachée sous la neige fraîche. Il leur fallut toute leur force restante pour parcourir les 20 derniers mètres. Ils se faufilèrent dans l'étroite ouverture, leurs vestes frottant contre la pierre rugueuse, et s'effondrèrent sur le sol sec et poussiéreux d'une grotte peu profonde. Le silence était soudain et choquant. À l'extérieur, la tempête faisait rage avec une fureur apocalyptique, mais à l'intérieur de la roche, le vent s'était réduit à un faible gémissement lugubre. À l'entrée, l'air était toujours glacial, mais le froid mordant du vent avait disparu. Sterling était assis, le dos contre le mur de pierre froid, haletant, les poumons en feu, les genoux comme remplis de verre brisé. À côté de lui, Brice s'était laissé glisser, en position assise, la tête renversée en arrière, la poitrine haletante. Au centre du petit espace, Fantôme était couché sur le côté, non pas recroquevillé, mais à plat, haletant faiblement, la patte arrière gauche tendue de manière maladroite. Sterling plongea la main dans sa poche et en sortit son briquet Zippo argenté. D'un clic métallique sec, il fit tourner la molette et une petite flamme orange jaillit, projetant des ombres dansantes sur les parois de la grotte. L'odeur du liquide à briquet se mêlait à celle de la laine mouillée et de la terre humide. « Tiens ça », murmura Sterling en tendant le briquet à Brice. Brice prit la flamme, les mains tremblantes, et la tint en l'air pour éclairer la petite caverne. Sterling rampait vers Fantôme. Le chien leva la tête et un grondement sourd monta de sa poitrine, mais il ne montra pas les. Il était épuisé. « Je sais, mon pote, je sais que ça fait mal », murmura doucement Sterling. Il posa fermement sa main sur l'épaule du chien-épaule, le pressant doucement vers le bas. Fantôme céda et reposa sa tête sur la terre. Sterling se dirigea vers la patte blessée. À la lumière orange vacillante, la blessure semblait horrible. La vieille cicatrice s'était complètement déchirée, révélant de la chair à vif qui suintait du sang et du sérum. Sterling prit la trousse de premier secours que Brice avait apportée et en sortit un flacon d'antiseptique et un rouleau de gaz. « Ça va piquer », avertit Sterling. Il versa le liquide sur la blessure. Le corps de Fantôme se raidit, un jappement aigu s'échappa de sa gorge, résonnant sur les murs de pierre, suivi d'un gémissement guttural, mais le chien ne mordit pas. Il enfouit son museau dans la terre, endurant la douleur avec un stoïcisme qui aurait fait honte à la plupart des hommes que Sterling connaissait. Sterling travailla rapidement, enroulant la gaze et bandant la patte avec des mouvements efficaces et expérimentés. « Tu as déjà fait ça avant », dit Brice doucement en regardant les mains de Sterling les mains, pas sur un chien, mais tu as soigné des gens. Sterling noua le bandage et s'assit en essuyant ses mains ensanglantées sur son jean. Il se pencha et caressa la tête de Fantôme. Le chien poussa un long soupir et ferma les yeux, s'autorisant enfin à se reposer. « 1971, dit Sterling, sa voix se perdant dans l'ombre. Central Highlands Bryce baissa légèrement le briquet. La flamme illuminait le visage buriné de Sterling. Les rides profondes autour de ses yeux semblaient encore plus marquées à la lueur du feu. « C'est là que tu as appris à utiliser les radios ?» demanda Brice. « Tu as parlé des parasites pendant tout à l'heure. » Sterling regarda la flamme. Il resta silencieux pendant un long moment, écoutant le vent hurler à l'extérieur de la grotte. « Il s'appelait Jackson, commença Sterling d'une voix rauque. Il avait 20 ans et venait de l'Ohio. Il avait un rire qui pouvait te faire oublier où tu étais. Nous étions en reconnaissance, une petite équipe au cœur d'une brousse dense. Nous sommes tombés dans une embuscade. » Sterling changea de position, resserrant sa veste en cuir autour de lui. Nous nous sommes mis à l'abri derrière un arbre tombé. Jackson a reçu une balle dans la poitrine. C'était grave. Je l'ai traîné en arrière. J'ai pris la radio pour appeler une évacuation médicale. Sterling s'interrompit, le regard vide, voyant une jungle différente, sentant une humidité différente. Je serrais le combiné, je criais à l'aide, mais la radio avait aussi été touchée, ou peut-être que la batterie était pas morte, je ne sais pas. Tout ce que j'entendais, c'était des parasites, juste un sifflement, un bruit blanc. Il imita le son, un murmure creux et obsédant dans la grotte. Jackson me regarda. Il savait qu'il m'avait vu frapper la radio pour essayer d'obtenir un signal. Il attrapa mon poignet, ses mains étaient couvertes de son propre sang. Il me regarda dans les yeux et murmura «
Ça va, Sterling, inquiète pas pour ça. Puis les parasites ont cessé, et lui aussi. Le silence dans la grotte était lourd, épais, du poids d'un fantôme vieux de 50 ans. Le fantôme bougeait dans son sommeil, laissant échapper un gémissement doux. Quand j'ai entendu ce chien ce matin, Sterling a continué à hocher la tête en direction de l'animal endormi, alors qu'il se tenait sur mon porche et gémissait. C'était exactement le même son. Ça ressemblait à cette radio morte. Ça ressemblait à un signal qui s'éteignait. Sterling a levé les yeux vers Brice, le jeune adjoint, les yeux écarquillés reflétant la petite flamme remplie d'une nouvelle compréhension. Il ne regardait plus un ermite fou, il regardait un homme qui portait une montagne sur ses épaules depuis un demi-siècle. « Je n'ai pas pu sauver Jackson, murmura Sterling. Je n'ai pas pu faire passer le signal. » Mais aujourd'hui, il tendit la main et la posa sur le flanc de Phantom, sentant le lent et régulier mouvement de la respiration du chien. « Aujourd'hui, la radio fonctionne, dit Sterling fermement. Ce chien est le signal et je ne vais pas le laisser se transformer en parasite. Pas encore. Brice le fixa un instant, puis acquiesça lentement. Il referma le couvercle du zippo d'un clic sec, les plongeant dans l'obscurité. « Et je n'étais pas allé y jambe et elle économise le carburant, dit Brice dans le noir. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. L'obscurité était totale, mais le froid était une présence physique qui s'insinuait dans leurs vêtements, cherchant leur peau. Nous devons conserver la chaleur, dit Sterling. Il se rapprocha du chien. Il se positionna de manière à avoir le dos contre le mur et attira le corps lourd et couvert de fourrure de Phantom contre lui. Le chien gémit de satisfaction et pressa son dos contre la poitrine de Sterling, partageant sa chaleur. Brice hésita un instant, puis se rapprocha. Dans la hiérarchie de la survie, il n'y a ni rang, ni âge, ni espèce, il n'y a que les vivants et les morts. Le jeune adjoint appuya son épaule contre l'autre côté de Sterling, blotti contre lui. Sterling ouvrit sa lourde veste en cuir et en étendit un côté sur le chien et l'autre sur le bras de l'adjoint. 3 mâles, un vieux, un jeune et un sauvage, blottis ensemble dans le ventre noir de la montagne. Sterling appuya sa tête contre la pierre. Il pouvait sentir les battements rapides et forts du cœur du jeune homme à sa droite, et les battements plus lents et rythmés du chien-loup à sa gauche. Pour la première fois en 40 ans, les parasites dans la tête de Sterling commençaient à se dissiper. Le vent hurlant à l'extérieur ne pouvait pas les atteindre ici. Ils formaient désormais une meute. Et le lendemain matin, si la tempête s'était calmée, ils termineraient leur mission. Dormez un peu. Landon, Sterling murmura dans l'obscurité. Nous partons à l'aube. Oui, monsieur, répondit Brice. Et dans l'obscurité de Blackwood Ridge, Sterling Ward ferma les yeux et trouva enfin un moment de paix. Sterling Ward se réveilla dans le silence. Ce n'était pas le silence paisible d'un matin de montagne, mais le silence lourd et inquiétant qui suit une grande violence. Le vent hurlant, qui avait battu le flanc de la montagne toute la nuit, avait cessé. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité totale. L'air à l'intérieur de la petite grotte était froid, mais pas glacial, réchauffé par les corps des 3 êtres blottis les uns contre les autres. Il sentit un poids lourd sur sa poitrine et réalisa que c'était la tête de Phantom. Le grand chien argenté respirait lentement, son corps détendu dans le sommeil. De l'autre côté, l'adjoint Brice ronflait doucement, un son de jeunesse épuisé. Sterling resta allongé un moment, laissant ses articulations raides se réveiller. Il bougea lentement son bras gauche, prenant soin de ne pas réveiller les autres, et approcha son poignet de son visage. Il appuya sur un bouton de sa montre, numérique, et une petite lumière verte illumina le cadran. Il était 6h30 du matin. Il s'assit lentement, son dos craquant en signe de protestation. Le mouvement dérangea Phantom, qui leva la tête en sursaut, ses yeux ambrés reflétant la faible lueur verte de la montre. « Bonjour, sergent », murmura Sterling d'une voix grave, rouillée par le manque d'usage. « Il est l'heure d'aller travailler. » Il se pencha et secoua doucement l'épaule de Brice. L'adjoint se réveilla en sursaut, haletant, et chercha son étui vide avant de se rappeler où il se trouvait. « Du calme, Landon. Ce n'est que moi, dit Sterling doucement. La tempête était passée. » Brice s'assit en se frottant les yeux, le visage pâle dans la pénombre. « C'est fini ?» Sterling rampait jusqu'à l'entrée de la grotte et repoussa la neige qui la bloquait. Un rayon aveuglant de soleil pur et filtré transperça l'obscurité, l'obligeant à plisser les yeux. Il se fraya un chemin vers l'air libre. Le monde avait été refait pendant la nuit. Blackwood Ridge était enseveli sous 2 pieds de poudreuse blanche immaculée. Le ciel au-dessus était d'un bleu éclatant, sans nuages et impitoyable. L'air était calme et intensément froid, si vif qu'on aurait dit qu'on inhalait des aiguilles. « La tempête s'est passée », dit Sterling en serrant sa veste en cuir, « mais le temps continue de s'écouler. » Brice sortit en titubant de la grotte derrière lui.
clignant des yeux face à la lumière aveuglante. Il regarda autour de lui, son visage reflétant l'immense changement du paysage. « Fantôme » demanda Brice. Sterling se retourna. Le chien ne les avait pas suivis immédiatement. « Fantôme » appela Sterling un instant plus tard. Le berger allemand argenté émergea de l'ouverture de la grotte, mais quelque chose n'allait pas. Il ne bondit pas avec son énergie habituelle, il se traîna, ses pattes avant griffant la neige, tirant son corps lourd vers l'avant tandis que ses pattes arrière traînaient inutilement derrière lui, laissant une large ornière dans la poudreuse fraîche. Le cœur de Sterling. Le cœur de Sterling battait à tout rompre dans sa poitrine. Fantôme, le chien, cessa de halter bruyamment et leva les yeux vers Sterling, le regard rempli d'un mélange de douleur et d'excuses. Il essaya de se lever, ses muscles tendus, et parvint à soulever ses pattes arrière de quelques centimètres du sol, mais ses pattes tremblaient violemment et s'effondrèrent sortant sous lui. Un gémissement guttural de douleur s'échappa de sa gorge. Sterling se précipita à ses côtés et tomba à genoux dans la neige. « Que s'est-il passé » demanda Brice, la voix paniquée. Était-ce le froid ? Ses pattes étaient-elles gelées ? Sterling retira son gant et passa sa main sur les pattes arrière du chien. Elles n'étaient pas gelées, elles étaient chaudes au toucher, enflées et fiévreuses sous l'épaisse fourrure. Les bandages que Sterling avait appliqués la veille étaient déchiquetés, imbibés de sang frais et d'un liquide clair. « Pas le froid » dit Sterling d'une voix creuse. Il se leva et regarda autour de lui. Il regarda le chien gisant impuissant dans la neige, il regarda la traînée de sang qu'ils avaient suivie la veille, puis il regarda devant lui, là où le chien fixait son regard. Fantôme était couché sur le ventre, la tête levée, regardant intensément un point situé à environ 50 mètres devant eux, là où le sol de la forêt semblait s'enfoncer dans le néant. « Il veut que nous allions là-bas, » dit Sterling. « Il n'y arrivera pas, il a fini. » Cette prise de conscience frappa Sterling avec la force d'un coup physique. Il regarda Brice. « Reste avec lui, garde-le au chaud. » Sterling marcha vers le bord. La neige était profonde ici, s'accumulant contre un obstacle caché. Il poussa à travers la poudreuse jusqu'à ce que le sol disparaisse soudainement sous ses pieds. Il s'arrêta, scrutant le précipice. C'était un ravin, une profonde et étroite entaille dans la terre, peut-être 12 mètres de large et 18 mètres de profondeur. Le fond était un enchevêtrement de rochers massifs et de bois tombés, partiellement obscurcis par des congères. Les parois du ravin étaient presque verticales, des faces abruptes de granit glissantes, recouvertes de glace et saupoudrées d'un aura de neige. Sterling scruta le bord. La neige fraîche avait tout recouvert, mais en regardant de plus près le bord même de la falaise, il vit quelque chose. C'était une rayure sur la pierre, une entaille profonde et irrégulière où quelque chose de tranchant avait désespérément cherché à s'agripper. Il regarda environ 3 mètres en dessous du bord. Un petit buisson de genévrier poussait dans une fissure de la roche. Ses branches étaient cassées et tordues envers le bas. Sterling se pencha davantage, ignorant le vertige qui lui donnait le tournis. Il regarda la paroi de la falaise juste en dessous de l'endroit où il se tenait. C'était impossible, mais les preuves étaient là. Des éraflures sur la paroi rocheuse, des racines cassées, des zones où la mousse avait été arrachée. Sterling recula du bord, l'esprit en ébullition alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Il retourna à l'endroit où Brice était agenouillé à côté de Fantôme. Le chien gémissait doucement. Maintenant, ils sont continus, aigus, de frustration et de désespoir. Il essayait sans cesse de se propulser en avant avec ses pattes avant, traînant ses pattes arrière inutiles, centimètre par centimètre vers le ravin. Landon Sterling dit d'une voix calme « Regarde-le. » Brice leva les yeux alors qu'il caressait la tête du chien. « Il est si blessé, nous devons le porter. »« Non, » dit Sterling. « Regarde où il essaie d'aller. » Sterling désigna le bord de la falaise. « Il essaie de redescendre. »« Redescendre » demanda Brice, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Sterling attrapa le jeune adjoint par l'épaule, le forçant à regarder le chien. « Regarde-le vraiment. Hier, quand il est venu à ma cabane, dit Sterling, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche, il pas signalé un enfant perdu, il signalait un enfant qu'il ne pouvait pas sortir. » Sterling regarda vers le ravin. « Elle est tombée là-bas, Landon, il y a 2 jours, et ce chien, cet animal, est descendu avec elle. » Les yeux de Brice écarquilla les yeux, mais s'il était descendu là-bas, comment était-il sorti ? Sterling regarda Fantôme gisant brisé dans la neige, il regarda les bandages déchiquetés et les pattes gonflées et ruinées. « Il est sorti, » murmura Sterling en montrant la falaise abrupte. Il a escaladé une paroi rocheuse verticale de 20 mètres avec une patte blessée. Il s'est hissé sur ce granit recouvert de glace pour venir me chercher, parce que je lui avais donné des restes de viande, parce qu'il pensait que je pouvais l'aider.
Sterling s'agenouilla à côté du chien et posa une main sur l'énorme tête argentée. Phantom se pencha vers sa main, fermant les yeux. « Cette ascension lui a détruit les pattes, » dit Sterling, la voix chargée d'émotion. « Il s'est déchiré tous les muscles et tous les tendons qui lui restaient pour gravir cette paroi. Il a sacrifié sa capacité à marcher pour nous apporter cette chaussure. » Sterling se leva, animé d'une froide détermination plus dure que la glace de la montagne. « Il a fait sa part, » dit Sterling à Brice. « Il a donné tout ce qu'il avait. Maintenant, c'est notre tour. » Sterling retourna au bord du ravin. Il détacha son fusil et l'appuya contre un arbre. Il commença à dérouler la lourde corde d'escalade que Brice avait apportée. « Elle est là-bas, » dit Sterling, sa voix résonnant dans l'air glacial. « Et nous allons la chercher. » Il regarda Phantom une dernière fois. Le grand chien avait cessé de se débattre. Il était allongé, immobile, regardant Sterling avec une expression de confiance absolue. « Accroche-toi, sergent, » murmura Sterling, « nous allons y aller. » Il attacha la corde à un épais pin, jeta les boucles par-dessus le bord et enfila son harnais. Il regarda une dernière fois dans l'abîme, puis se pencha au-dessus du vide et commença sa descente dans le cœur gelé de la montagne. La corde était une fine veine synthétique reliant deux mondes. Au-dessus, la luminosité blanche aveuglante de la crête de la montagne où se tenait l'adjoint Brice, en dessous, la gorge sombre du ravin, un lieu de rochers déchiquetés et d'un silence ancestral où le soleil n'avait pas encore touché. Sterling Ward se pencha en arrière dans son harnais, faisant confiance à la sangle en nylon avec une foi qui semblait contre nature pour un homme qui ne comptait que sur lui-même. Ses bottes cherchaient à s'agripper à la paroi de granit. La roche était glissante, recouverte d'une couche de glace transparente qui se brisait sous ses talons à mesure qu'il descendait. « Doucement, Landon, doucement !» cria Sterling, mais le vent emporta ses mots avant qu'il ne puisse s'élever à plus de quelques mètres. Il fit passer la corde dans son mousqueton, s'abaissant progressivement. La descente était brutale pour son corps, ses épaules hurlaient ardemment sous la tension et son genou blessé, souvenir d'un saut dans la jungle en 1971, palpitait d'une douleur profonde et écœurante, mais il repoussa la douleur dans un petit coin de son esprit. Il l'avait déjà fait auparavant, il le referait maintenant. Le fond du ravin se dressait devant lui. C'était un cimetière chaotique de bois tombés et de rochers de la taille d'une voiture, tous recouverts d'épais amoncellements de neige. Sterling atterrit. Il se détacha de la ligne principale, mais garda la corde de sécurité attachée. Le silence ici-bas était profond, amplifié par les hauts murs de pierre qui l'encerclaient. « Robin » appela-t-il, sa voix résonna, rebondissant de manière dure et métallique sur les falaises. « Robin chéri, tu m'entends » Il n'y eut pas de réponse, seulement le léger bruissement de la neige se déposant sur les branches des pins. Sterling scruta les environs, il se déplaçait maladroitement, pataugeant dans la neige qui lui arrivait à la taille, ses yeux passant d'une ombre à l'autre. Phantom avait fixé cet endroit précis, le chien était catégorique, elle devait être là. Il contourna un énorme rocher recouvert de mousse qui était tombé du bord il y a des siècles. Sous celui-ci, formé par la courbure de la roche et les racines enchevêtrées d'un cèdre renversé, se trouvait un petit creux sombre. Il était protégé du vent et partiellement à l'abri de la neige. Sterling tomba à genoux et braqua sa lampe de poche dans le creux. Là, recroquevillé dans le coin le plus profond du creux, se trouvait une petite silhouette enveloppée dans un manteau bouffant violet sale. Robin Sterling eut le souffle coupé. Il rampait dans le creux. La fille était recroquevillée en boule, les genoux serrés contre la poitrine, la tête baissée. Elle était immobile. Sterling tendit la main tremblante et toucha sa joue. Elle était froide, effroyablement froide, comme du marbre, mais lorsque ses doigts effleurèrent derrière son cou, il sentit un pouls. Il était faible, filiforme et lent, mais il était bien là. Elle était vivante. Sterling expira dans un soupir tremblant qui libéra une partie de la tension qu'il avait accumulée. Il commença à vérifier si elle était blessée. Sa respiration était faible, elle souffrait d'une grave hypothermie, mais alors que Sterling s'apprêtait à la soulever, sa main effleura le sol sous elle. Il s'arrêta. Le sol du creux n'était pas en pierre froide ni en terre humide. Il était mou. Sterling braqua sa lampe sur le sol et le fixa, la gorge serrée par une émotion soudaine et irrésistible. La terre sous la petite fille avait été débarrassée de la neige et des feuilles humides. À leur place se trouvait une épaisse couche de pinèdes sèches et de mousse soigneusement rassemblées et empilées pour créer un lit. Des touffes de fourrure argentée étaient tissées dans la literie, recouvrant presque chaque centimètre carré du nid de fortune. Il y en avait partout, des touffes épaisses de sous-poils isolants, tombées par poignées. Sterling comprit la vérité et des larmes lui montèrent aux yeux, gelant instantanément sur ses cils. Phantom ne lui avait pas seulement rendu visite, il pas seulement veillait sur elle.
Le grand chien argenté avait enroulé son corps massif autour de cette petite fille. Il l'avait enveloppée de sa propre chaleur, pressant sa fourrure contre elle, partageant la chaleur de son corps pour la protéger du froid glacial de la nuit. La fourrure sur le sol provenait de son pelage, qu'il avait perdu à cause du stress et de la friction causée par le fait de la garder près de lui. Il était resté avec elle, murmura Sterling au rocher silencieux. Il était resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et il n'était parti que lorsqu'il avait su qu'elle ne se réveillerait pas sans aide. La petite fille remua les paupières, couvertes de croûtes de glace. « Wolfie » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sterling se pencha vers elle et lui caressa les cheveux. « Se réveillerait pas sans aide. » La petite fille remua, ses paupières couvertes de glace papillonnèrent. « Wolfie » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sterling se pencha vers elle et écarta les cheveux de son front. « Wolfie m'a envoyé, Robin. Je suis là pour te ramener à la maison. » Il se dépêcha. L'adrénaline s'estompait et le froid s'installait. Il sortit un harnais de sauvetage spécialisé de son sac à dos et y attacha Robin, la serrant fermement contre sa poitrine. Elle était inerte, épuisée. Sterling a appuyé sur sa radio en priant pour que le signal atteigne le bord, à 12 mètres au-dessus de London. « Je l'ai, elle est vivante, préparez-vous à la hisser. » La radio a grésillé. « Bien reçu, Dieu merci. » Sterling a saisi la corde et a commencé à grimper les premiers mètres de la falaise, se penchant en arrière pour laisser le harnais supporter leur poids combiné. Sterling a crié. La corde s'est tendue lentement, douloureusement. Ils ont commencé à s'élever. Les 6 premiers mètres, l'ascension était régulière. Sterling a utilisé ses jambes pour se propulser sur la paroi rocheuse. Les guidant autour des pierres saillantes et des plaques de glace, il pouvait sentir le souffle superficiel de Robin respirer faiblement contre son cou, mais la nature n'en avait pas encore fini avec eux. Alors qu'ils approchaient du bord du ravin, un bruit rugit dans le canyon. Une soudaine rafale de vent violente, canalisée par les parois rocheuses, les frappa comme un marteau. Sterling se balança sauvagement, ses bottes cherchèrent à s'agripper à une couche de glace noire. Il se cogna contre la paroi de granit protégeant Robin de son propre corps. Le choc lui coupa le souffle. Il haleta, essayant de retrouver son équilibre, mais son genou blessé, celui qu'il avait à peine soutenu pendant la montée, finit par céder. Une vive douleur déchirante explosa dans son articulation et sa jambe se déforma complètement. Sterling poussa un cri de douleur qui résonna dans la corde. Il perdit l'équilibre, sa botte glissa de la roche et soudain, lui et la fillette se retrouvèrent suspendus dans le vide, tournoyant lentement dans le vent hurlant. London, Sterling hurla. « Mon genou, je ne peux pas grimper, je ne peux pas aider. » Au-dessus de lui, la corde se tendit brusquement. Sterling était suspendu là, impuissant. Il pesait 80 kilos, plus les 20 kilos de l'enfant et de son équipement. Il était suspendu au-dessus d'un précipice mortel, incapable de se repousser de la paroi, incapable d'aider l'homme au-dessus de lui. Tout dépendait désormais du shérif adjoint, sur la crête. London Brice enfonça ses talons dans la neige profonde. Ce n'était pas un homme corpulent. Il était jeune, mince et, jusqu'à aujourd'hui, inexpérimenté. Le poids sur la corde menaçait de le faire basculer dans le vide. Bord. Le vent lui fouettait le visage, l'aveuglant avec des embruns. Sterling sentit la corde glisser de quelques centimètres. Son cœur s'arrêta. Si London lâchait prise, si ses forces l'abandonnaient, il tomberait qu'on l'embre tous. Sterling leva les yeux. Il ne voyait pas l'adjoint, seulement la corde tendue qui disparaissait au-dessus du rebord enneigé. « Tire, fils !» rugit Sterling, la voix cassée. « Tu ne dois pas lâcher la crête. » London Brice poussa un rugissement guttural. Il enroula la corde autour de sa taille et s'enfonça davantage dans la neige. Il ne tirait pas un étranger. Il tirait un vétéran qui lui avait fait confiance. Il tirait un enfant perdu. Pas lâché sur la crête. London Brice poussa un rugissement guttural. Il enroula la corde autour de sa taille et creusa plus profondément. Il ne tirait pas un étranger, il tirait un vétéran qui lui avait fait confiance, il tirait un enfant perdu, il tirait le poids de sa propre rédemption. La corde gémit sous la tension. Sterling sentit une secousse puis une autre. Il remontait centimètre par centimètre dans une douleur atroce. Il leva les yeux et vit des bottes donner des coups dans la neige au bord du précipice. Puis il vit une main se tendre vers lui. London Brice, le visage violet à l'effort, les veines de son cou gonflées comme des cordes, se pencha au-dessus du précipice et attrapa le mousqueton sur la poitrine de Sterling d'une main et s'ancrant à un arbre de l'autre. « Je j'en ai tant pas. »« Je t'ai !» cria Brice par-dessus le vent avec un dernier effort explosif qui semblait impossible pour son corps.
Brice les hissa par-dessus le bord de la falaise. Sterling s'effondra dans la neige profonde, haletant, serrant Robin contre sa poitrine. Brice retomba à côté d'eux, la poitrine haletante comme un soufflet, les bras tremblant violemment à cause de l'effort. Ils restèrent là un moment, trois tas d'épuisés sous le vaste ciel bleu du Montana. Sterling se retourna sur le dos, grimaçant alors que son genou lui faisait mal. Il regarda le jeune adjoint. Brice fixait le ciel, des larmes d'effort coulant de ses yeux et gelant sur ses joues. Il n'était plus le gamin nerveux qui avait arrêté Sterling sur la route. C'était un homme qui avait tenu bon. Sterling tendit la main et attrapa le bras de Brice. « Tu as réussi, Sterling, halta-t-il. Tu as tenu bon. » Brice tourna la tête, un faible sourire épuisé perçant son masque de douleur. « Je n'ai pas laissé le signal s'éteindre, Sterling. » Sterling lui rendit son sourire. « Non, non, tu n'as pas laissé le signal s'éteindre. » Un doux gémissement rompit le silence. Fantôme était là. Le grand chien argenté s'était traîné dans la neige jusqu'à l'endroit où il gisait. Il ne pouvait pas se lever, mais il tira son corps vers l'avant jusqu'à ce que son museau touche le visage de Robin. Il la renifla pour vérifier sa respiration et sa température. Robin remua dans les bras de Sterling. Elle ouvrit les yeux, le regard vague et vitreux, jusqu'à ce qu'il se pose sur le museau argenté qui planait au-dessus d'elle. Elle tendit une petite main gantée et l'enfouit dans l'épaisse fourrure du cou du chien. « Salut, Wolfie !» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu es revenu. » Fantôme lui lécha la joue une fois, un long coup d'affection, puis il posa sa lourde tête sur ses jambes et ferma les yeux. Le gardien avait fini son service. La meute était bon réunie. Sterling regarda le trio, l'enfant, le chien et le jeune adjoint, qui était devenu un protecteur. Il sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la température. « Rentrons à la maison », murmura Sterling. La descente de Blackwood Ridge fut un mélange de fatigue et d'adrénaline, une lente et douloureuse procession émergeant du silence blanc de la nature sauvage pour entrer dans le bruit chaotique de la civilisation. Au moment où Sterling, Ward, l'adjoint Brice et les autres arrivèrent au poste de police, le chef de la police, le sergent-chef, était en train de faire son rapport. « Rentrons à la maison », murmura Sterling. La descente de Blackwood Ridge fut un tourbillon d'épuisement et d'adrénaline, une lente et douloureuse procession émergeant du silence blanc de la nature sauvage pour plonger dans le bruit chaotique de la civilisation. Lorsque Sterling, Ward, l'adjoint Brice et Phantom, brisés mais vivants, atteignirent cet art le début du sentier, le monde avait de nouveau changé. Le calme solitaire de la montagne avait été remplacé par les lumières stroboscopiques rouges et bleues des véhicules d'urgence qui fendaient pourtant le crépuscule, peignant la neige de pulsations rythmiques et vives de couleurs. L'air était chargé de l'odeur des gaz d'échappement diesel et du crépitement des communications radio. Sterling marchait en boitant lourdement, son genou blessé lui faisant souffrir à chaque pas, mais il ne s'arrêtait pas. À côté de lui, l'adjoint Brice portait Robin, endormi dans ses bras, la protégeant du froid persistant. Derrière eux, Phantom traînait ses pattes arrière ruinées dans la neige fondue. Le grand chien argenté refusait d'être porté, sa fierté aussi meurtrie et tenace que le paysage lui-même. Alors qu'il franchissait la lisière des arbres, un cri déchira l'air. Robin. C'était un cri de désespoir pur et brut. Rachel et David, les parents de la fillette, franchirent le cordon de police. Ils coururent envers Brice, le visage baigné de larmes, les mains tendues bord en un pour toucher le miracle qu'ils croyaient banque perdue. Les médecins affluèrent, enveloppant Robin dans des couvertures thermiques, vérifiant ses signes vitaux et la chargeant sur une civière. L'énergie chaotique des retrouvailles tourbillonnait autour d'eux, larmes, rires, cris de soulagement et prières de gratitude murmurées. Sterling resta en retrait, s'appuyant lourdement contre la grille d'un camion de pompiers. Il regarda la famille se réunir, ressentant ce sentiment familier de détachement. Il était l'observateur, le gardien à la porte, nécessaire au sauvetage, mais séparé de la célébration. Une ombre tomba sur lui. Sterling leva les yeux et vit le shérif Jim Thorne debout devant lui. Le shérif semblait plus âgé qu'à la radio, son chapeau à la main et les yeux rougis. Il regarda l'ambulance où la petite fille pleurait doucement dans les bras de sa mère, puis il regarda la crête de la montagne qui se dressait, sombre et terrible derrière d'eux. Enfin, il regarda Sterling. Thorne s'éclaircit la gorge. C'était un son humide et lourd. « J'ai annulé les recherches dans la vallée nord », dit Thorne doucement, sa voix dépourvue de son ton habituel. Sterling acquiesça lentement. « J'ai compris. » Thorne changea de position, baissant les yeux vers ses bottes. « Tu avais raison, Sterling, à propos du vent, à propos de l'odeur, à propos de tout. » Le shérif tendit la main.
Ce n'était pas un geste d'amitié, mais de concession, comme un soldat saluant un officier supérieur. J'aurais dû écouter le signal, murmura Thorne. Bon travail de reconnaissance, Sterling. Sterling serra la main, la poignée de main était ferme. Écoute simplement les parasites la prochaine fois, Jim, répondit Sterling doucement. Parfois, c'est là que se cache la vérité. Thorne acquiesça, remit son chapeau sur sa tête et s'éloigna pour gérer les équipes de presse qui commençaient à arriver. Sterling tourna son attention vers le véritable héros du jour. Phantom s'était retiré au bord du parking. Il se tenait près de la ligne d'arbres sombres, à moitié caché dans l'ombre, observant la scène avec ses yeux ambrés méfiants. Il tremblait, ses jambes menacées Croteau de se dérober complètement, mais il tenait bon. David, le père de la, s'éloigna de l'ambulance et courut vers Sterling. Il avait l'air affolé, submergé par une gratitude qu'il ne savait pas comment exprimer. « Monsieur Ward », David balbutia en essuyant ses larmes, « le shérif adjoint m'a dit. Il m'a parlé du chien, de ce qu'il a fait, qu'il est resté avec elle, qu'il l'a gardé au chaud. » David regarda la silhouette sombre de Phantom. « Nous voulons le prendre, dit David, la voix étranglée. Nous voulons l'adopter, il a sauvé notre petite fille. Il mérite un foyer, il mérite le meilleur steak du Montana tous les soirs pour le reste de sa vie. » David fit un pas vers le chien, s'accroupit et tendit la main. « Viens, mon garçon, » appela David doucement. « Viens ici, bon garçon. » Phantom ne remua pas la queue. Il ne fit pas un pas en avant. Au lieu de cela, le grand chien argenté baissa la tête et un grondement sourd commença dans sa poitrine, un grognement d'avertissement qui vibra dans l'air froid. Il fit 2 pas en arrière, s'enfonçant davantage dans l'obscurité de la forêt, le poil hérissé. Il regarda les lumières vives de l'ambulance, la mère en pleurs et le père impatient, et il ne vit que le chaos. Il vit un monde de bruit et d'enfermement qu'il ne comprenait pas et auquel il ne faisait pas confiance. David s'arrêta confus et blessé. Pourquoi a-t-il peur ? Sterling posa une main sur l'épaule du père. Il n'a pas peur, David. Il est sauvage. Sterling regarda Phantom avec une profonde et douloureuse compréhension. Il n'a pas sa place dans une maison avec des tapis et une télévision, dit Sterling doucement. Il ne comprend pas les clôtures. Comprends pas les clôtures. On ne pas payer un soldat comme ça avec un steak. Tu le pèses avec du respect, et la seule façon de le respecter maintenant, c'est de le laisser choisir. David regarda le chien puis acquiesça lentement. Merci, monsieur Ward, pour tout. Le père retourna à l'ambulance, les portes claquèrent, laissant le froid à l'extérieur. La sirène poussa un long cri lugubre qui s'estompa alors que le véhicule filait vers l'hôpital. Une à une, les voitures de police suivirent. L'adjoint Brice fit un dernier salut appuyé à Sterling depuis sa fenêtre alors qu'il s'éloignait. Bientôt, le parking fut vide et le silence revint, lourd et profond. Il n'y avait plus que Sterling et Phantom, debout à 20 mètres l'un de l'autre sous le vaste ciel étoilé. Sterling soupira, son corps semblait être fait de plomb. Chaque cicatrice de 1971 et chaque nouvelle contusion d'aujourd'hui chantaient en chœur la douleur. Il marcha lentement sur le gravier jusqu'à son vieux pick-up rouillé garé dans un coin du parking. Il ouvrit la porte côté conducteur, la lumière intérieure s'alluma, projetant une faible lueur jaune sur les sièges en vinyle craquelé. Sterling regarda Phantom par-dessus le capot du camion. Le chien vacillait sur ses pattes. Il était fini, il n'avait plus rien. Si Sterling partait, le chien s'allongerait dans la neige et ne se relèverait jamais. Il mourrait ici seul, à la lisière de la forêt qu'il avait régnée. Sterling contourna le camion et ouvrit la porte côté passager. L'habitacle était froid et sentait le tabac rassis et de vieux café. Sterling se tenait près de la porte ouverte. Il leva la main et ouvrit la fermeture éclair de sa lourde veste en cuir marron. Il la retira de ses épaules. L'air froid le frappa instantanément, transperçant sa chemise en flanelle, mais il ne broncha pas. Il tint la veste dans ses mains. Elle était lourde, usée et assouplie par des décennies d'utilisation. Elle sentait la fumée de bois, l'huile à fusil, la pluie et Sterling lui-même. Elle sentait la sécurité. Elle sentait le chef de meute. Sterling jeta la veste sur le siège passager. Elle atterrit en un tas, le cuir se repliant sur lui-même comme une étreinte attendue. Sterling recula, il n'appela pas le chien, il ne siffla pas, il s'appuya simplement contre le cadre de la porte ouverte et attendit. « Sergent », murmura Sterling dans la nuit, « il est temps de partir. » Phantom leva la tête, il renifla l'air, il capta l'odeur du cuir, l'odeur de l'homme qui lui avait bandé la patte dans la grotte, l'homme qui avait compris son signal alors que personne d'autre ne l'avait compris. Le chien fit un pas, puis un autre traînant ses pattes cassées sur le gravier, les yeux rivés sur la porte ouverte. Lorsqu'il atteignit le camion, il s'arrêta. Le plancher était haut.
C'était un saut impossible pour un animal estropié, mais Fantôme n'était pas seulement un animal, c'était un survivant. Il rassembla ses dernières cuissons réserves de force, la dernière étincelle de volonté qui vivait au plus profond de son code génétique. Avec un grognement d'effort, il se propulsa vers le haut, ses pattes avant griffant le siège, agrippant la veste en cuir et traînant son lourd arrière-train derrière lui. Il s'effondra sur le siège, atterrissant en plein milieu du manteau de Sterling. Il fit un tour complet, un instinct primitif que même l'épuisement ne pouvait effacer, puis se recroquevilla en boule, enfouissant son museau dans le col de la veste. Il poussa un long soupir tremblant. La tension qui avait maintenu son corps rigide pendant 2 jours se dissipa enfin. Sterling sourit. C'était un petit sourire fatigué qui atteignait ses yeux. Il ferma doucement la porte passager, emprisonnant la chaleur à l'intérieur, puis contourna le véhicule pour rejoindre le côté conducteur et monta dans la cabine. Il faisait un froid glacial sans son manteau, mais lorsqu'il regarda le siège passager, il sentit une chaleur qu'aucun chauffage ne pouvait fournir. Fantôme était déjà endormi. Le fantôme argenté de la montagne avait enfin trouvé un endroit où se reposer. Sterling démarra le moteur. Le vieux camion rugit et prit vie, avec un rythme régulier et fiable. Il passa la vitesse et s'engagea sur la route. Il n'alluma pas la radio, il n'en avait pas besoin. Les parasites avaient en disparu, le signal était clair alors que le camion roulait sur la route de montagne, laissant derrière lui la nature sauvage. Sterling tendit la main droite et la posa doucement sur le flanc du chien. Flanc du chien. « Nous rentrons à la maison, Fantôme », dit Sterling au soldat endormi. « Nous rentrons à la maison. » Alors que les feux arrière disparaissaient dans Diggim dans l'obscurité, le seul bruit qui restait était celui du vent soufflant dans les pins, racontant l'histoire de la journée. Les créatures sauvages et les objets brisés avaient retrouvé un moyen de se sauver mutuellement. Merci d'avoir écouté notre histoire. Elle nous rappelle que parfois, les cœurs les plus forts sont ceux qui battent silencieusement à nos côtés. À la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Le lien entre Sterling et Fantôme nous enseigne que les liens les plus profonds ne se forment souvent pas sous le soleil, mais au cœur de la tempête. Cela nous rappelle que les choses brisées peuvent se guérir mutuellement, et que la loyauté est un langage qui n'a pas besoin de mots. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur aujourd'hui, pensez à la liqueur et à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre cette famille grandissante d'auditeurs. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires, et si vous êtes prêt pour un autre voyage d'espoir et de résilience, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant.